Bon, chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Le monde dans lequel nous vivons glisse inexorablement vers un chaos. Un chaos annoncé d'ailleurs, annoncé dans les textes bibliques, dans le Coran, jusqu'au journal de 20 heures, puisque là, tout le monde est en train de dire que ça part en cacahuète. Un peu partout, on bombarde, on décapite, on empoisonne, c'est la merde. Moi j'ai vu l'actualité, je suis un peu comme vous, un peu, on va dire, sur les dents, enfin sur le qui-vive de ce qui est en train de se passer du côté de la Syrie, du côté de l'Irak. On voit bien qu'il y a une tentative américaine d'attaquer militairement la Syrie en prétextant évidemment ce prétendu EIL, État islamique du Levant, qui État lui-même paraît être téléguidé de loin par les mêmes forces qui avaient animé la guerre en Syrie et les forces de rébellion, évidemment complètement payées par l'OTAN. Alors moi j'ai lu que Hollande allait envoyer 250 militaires français. Il s'agirait d'un encadrement, un peu le même genre d'opération finalement que ce qu'ils ont fait en Syrie. Je veux dire, on prend les mêmes, on recommence, un encadrement de militaires, des djihadistes au front certainement, et cette fois une présence certainement un peu plus marquée de l'armée américaine et des armées occidentales, de façon évidemment à chasser, à faire tomber Bachar el-Assad, puisqu'ils n'ont pas réussi. Ça fait plus de 2 ans qu'ils ont envoyé des troupes, qu'ils ont dépensé des milliards avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, pour essayer de faire tomber ce régime, et ça n'a pas marché. Donc, on va aller droit au but, on va expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, comment on est arrivé là. Okay? Tout ce chaos dans le monde arabe, tous ces terroristes, toute cette armée de terroristes, de mercenaires qui travaillent pour la France et pour l'OTAN, qui les manipulent comme ils veulent, avec l'aide des ulamas, des muftis de l'Arabie Saoudite et du Qatar, qui sont les associés et les complices de la France, qui financent avec des coups de pétrodollars et avec des fatwas des ulamas et leur doctrine wahhabite pour endoctriner nos jeunes et les transformer en monstres avec leur islam, ce qu'ils appellent eux l'islam wahhabite, et encouragé par la France, par Israël, par les États-Unis, par l'Angleterre, par tout ce monde-là. Comment vous expliquer qu'en 2001, les Américains ou le monde, la coalition internationale, comme ils l'appellent, les donneurs de leçons, sortent de leur pays, envahissent l'Irak, tuent un président en plein public, l'exécutent sous l'égide de la guerre contre le terrorisme. Vous allez en Afghanistan, vous allez en Irak, vous allez un peu partout dans le monde, bombarder le Pakistan, le Yémen, la Somalie, pour qu'à la fin, on retrouve toute une armée, après 10 ans, on retrouve toute une armée de terroristes bien entraînés, formés, armés et financés. C'est drôle. Quelle guerre vous avez fait? Est-ce que vraiment vous avez fait la guerre au terrorisme ou vous êtes allé pour le créer de nouveau, pour lui donner des ailes? C'est ce que je vois, moi. On a essayé, alors ils ont essayé évidemment la même technique qu'ils avaient utilisée en Libye, c'est-à-dire on prend des djihadistes, on prend des espèces les éléments les plus fous, les plus dangereux, on les arme, on les encadre et puis on fait croire à une espèce de pseudo-révolution populaire. Puis on voit bien le bordel maintenant que c'est en Libye, parce que ça on vous en parle plus. Évidemment la Libye n'est plus dans l'actualité, n'occupe plus les unes de nos journaux et de nos magazines, et pour cause, c'est un sacré bordel, parce que qu'est-ce qui se passe en Libye à l'heure actuelle? Ce sont que des bandes armées partout. La Libye est devenue incontrôlable. Incontrôlable. Donc même les premiers du CNP, les machins, ils ont tous lâché l'affaire, ils sont partis, ils ont arrêté, c'était trop le bordel. Ils ont atomisé leur propre pays pour un plat de lentilles. C'est vraiment lamentable. Et donc, ces techniques qu'on utilise en Libye, on essaye maintenant, on les a transposées en Syrie. On sait très bien que les djihadistes en Syrie étaient amenés par des avions de l'ONU. Ils venaient même de Tunisie, de Libye, d'Égypte, etc. Puis on les fait venir de partout maintenant, on le sait très bien. Ça n'a pas fonctionné. Des dizaines de milliers de djihadistes qui ont débarqué comme ça fait des années sur la Syrie. Vous les avez utilisés en Libye pour prendre les armes de Kadhafi et faire des camps d'entraînement, et vous les avez transportés en Syrie. On en arrive à ce que vous appelez, vous, l'État islamique, que vous dites qu'il a tué Hervé en Algérie. Ok. Donc, le plan, chers Français, chères Françaises, le plan c'était quoi? Le plan c'était créer des groupes terroristes pour déstabiliser tous les pays arabes musulmans, surtout l'axe de la résistance, qui est l'Iran, la Syrie et le Hezbollah.
qui ont donné une raclée, le Hezbollah qui a donné une raclée à Israël en 2006, ce qui n'a pas fait l'affaire d'Israël et ce qui n'a pas fait l'affaire de l'Arabie Saoudite aussi. Pourquoi? Parce que toute la jeunesse arabe était derrière le Hezbollah. Il ne fallait pas que ça arrive parce que il y a, comme vous savez, la compétition entre le chiisme et le sunnisme dans nos pays. Bande de cran. Alors, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, avant que des gens ne ramènent des trucs, je ne suis ni chiite ni sunnite, d'accord? J'emmerde les deux pour être très clair, d'accord? Par contre, les chiites, ils ont un truc, ils ont un truc très intéressant. Les chiites, dans leur analyse, dans leur critique de la société sunnite, ils sont très pointus. Et en tant que sunnite, tu devrais peut-être aller les écouter parce que chez eux, il y a des choses qui pourraient t'intéresser. C'est récent, hein, cette haine mortelle entre sunnites et chiites, et c'est provoqué par le sionisme, bien évidemment, en s'appuyant sur la grande bêtise et la grande corruption de certaines élites sunnites parfaitement identifiables, que sont les Saouds, qui dépendent totalement du bouclier américain à travers les accords de Quincy, comme vous le savez, et le Qatar, qui n'est pas un pays, mais qui est une base américaine. Hein, voilà. Donc là, une fois de plus, je produis une espèce d'analyse globale accélérée, et dans cette... une fois qu'on a campé ce décor, la Syrie de Bachar el-Assad est une nation laïque, c'est-à-dire qui permet la coexistence des confessions dans une région où ça ne peut pas être autrement, sinon c'est la guerre civile. Donc il fallait effectivement dès le départ défendre Bachar el-Assad contre la destruction de la Syrie, exactement comme il fallait défendre la Libye de Kadhafi. Tout le monde le comprend aujourd'hui, quand on regarde la réalité libyenne et le quotidien des Libyens, comme on regarde aujourd'hui quelle est la réalité du quotidien des Syriens. C'est-à-dire que les combattants qu'on appelle les fameux révolutionnaires, à chaque fois on a le même principe. Ce sont des gens qui sont recrutés dans les pays islamiques, qui sont recrutés en Tunisie, en Égypte, au Pakistan, on sait qu'il y en a en Afghanistan, il y en a de tous les pays. Partout où il y a des ramifications et des réseaux de renseignement américains, on retrouve des gens qui sont infiltrés, y compris de France. Hein, ne vous faites pas d'illusions. Hein, y compris de France, hein, d'Europe. Les gens viennent d'Allemagne, d'Angleterre, du Danemark, de Hollande, de Belgique, hein, etc. Et la France, elle est particulièrement au cœur de cette nouvelle, on va dire, nouvelle disposition, de cette nouvelle guerre. Puisque on vient directement, et écoutez bien, ça c'est quelque chose on a débattu l'année dernière, mais on va encore beaucoup en reparler cette année, c'est, on va chercher dans les banlieues, on va chercher chez les Français, en fait, d'origine africaine, donc venant du Maghreb ou d'Afrique noire, des gens pour ensuite les embaucher, les enrôler dans des opérations qui servent nos intérêts dans ces pays-là pour ensuite, évidemment, ne pas porter le crédit de l'opération. C'est ainsi que nous, on a eu les témoignages ici de plusieurs personnes qui nous expliquaient que sur la Côte d'Ivoire, on enrôlait donc des Noirs africains, enfin d'origine africaine, mais français, ici en France, et qu'on amenait là-bas pour les faire passer pour des rebelles. Hein, alors qu'en fait, ces gens-là interviennent au nom de nos intérêts et au nom, ils sont encadrés par des agents de l'armée française. C'est comme ça que ça se passe. Et s'ils font la même chose au Mali, ils font la même chose dans, au Moyen-Orient, en Syrie. C'est pour ça qu'on a ces filières avec ces mecs qu'on va essayer de détourner en banlieue au nom d'un djihad, etc. Donc on arrive à trouver forcément les plus illuminés et qu'on amène là-bas. Ce sont eux qui amènent ces filières-là. Avec en plus la manipulation de ces djihadistes radicaux par tous les services malfaisants, par les opérations sous faux drapeau, dont sont spécialistes les services israéliens, anglais et américains. Ça renvoie à l'affaire très étrange, l'affaire Mera, très, très étrange, et à la tout aussi étrange affaire du centre juif de Bruxelles. Hein. C'est encore un autre sujet. Donc, regardez, je vais vous lire une lettre. C'est malheureux. Je vais vous montrer... c'est un document qui a été... présenté aux Nations Unies par Jafari, l'ambassadeur de Syrie, le représentant de la Syrie aux Nations Unies. Il a présenté un dossier pour leur dire, regardez, arrêtez de financer le terrorisme. Regardez ce que dit le document. Hein. Ok. Alors, le document présenté au Conseil de sécurité le 14 juillet par l'ambassadeur syrien Bachar al-Jafari, il s'agit d'une lettre du commandant en chef de l'ASL, Salim Idriss. Ok, daté du 17 janvier 2014. Or, on y lit, je vous informe par la présente que les munitions envoyées par l'état-major aux dirigeants des conseils militaires révolutionnaires de la région
et doivent être de la région et doivent être distribués conformément à ce qui a été convenu. Pour 2/3 au chef de guerre du front al-Nusra, les 2/3 pour al-Nusra, écoutez bien, le tiers restant devant être réparti entre les militaires et les éléments révolutionnaires pour la lutte contre les bandes de l'État islamique, soi-disant. Alors, nous vous remercions de nous envoyer les justificatifs de livraison de l'ensemble des munitions en précisant les qualités, les quantités et qualités dûment signées par les dirigeants et chefs de guerre en personne, afin que nous puissions les transmettre aux partenaires turcs et français. Ça, c'est une lettre de Salim Idriss, l'ASL. Hein, d'ailleurs, c'est toujours pour ça que je trouve absolument surréaliste le discours en général de nos hommes politiques qui, lorsqu'ils nous parlent de la Syrie, nous disent attention les groupes et les réseaux islamistes hein, qu'on va emmener en Syrie, etc., qui vont fournir les rangs des djihadistes. Mais ces rangs, qui s'occupent de leur logistique, qui les amènent? Voilà, ce sont les services de renseignement de l'OTAN qui organisent tout ça. Avec la mainmise, on l'a vu sur la Syrie, de la Turquie, etc. La Turquie, c'est un membre de l'OTAN, un membre pilier de l'OTAN. Hein. Donc, faut bien comprendre que rien ne peut se passer en Turquie sans que les États-Unis l'acquiescent ça. Alors que tous, ils sont dans le même genre. L'ASL, le Nusra, l'État islamique, ils changent de drapeau à chaque fois. Ok? Le sénateur McCain était venu illégalement en Syrie rencontrer l'état-major de l'ASL, selon la photographie diffusée, alors que pour attester de la rencontre, cet état-major comprenait un certain Abu Youssef, officiellement recherché par le département d'État US sous le nom d'Abu Doua, en réalité l'actuel calife Ibrahim. Ainsi, le même homme était à la fois et en même temps un chef modéré au sein de l'ASL et un chef extrémiste au sein de l'Émirat islamique. Ça veut dire que Abu Bakr al-Baghdadi, celui-là, était un chef de l'ASL qui a rencontré John McCain, ok, qui a rencontré John McCain au nom de l'ASL et qui est redevenu après le chef de l'État islamique, ok, avec John McCain. Photographié, c'est celui-là à gauche, ok, voilà, avec John McCain. Ça, c'est le calife que les Américains et les Français veulent combattre. Ok? Des djihadistes, c'est-à-dire des dingos égorgeurs sous kétamine, payés avec de l'argent qatari et saoudien pour foutre le Moyen-Orient musulman à feu et à sang. Hein. Cette stratégie ne semble plus être la stratégie américaine, car elle fait peur à certaines élites américaines, et qu'effectivement elle est dangereuse, ce qui est plutôt bon signe, et ce qui veut dire aujourd'hui qu'on est en train d'essayer d'arrêter des djihadistes français qu'on a encouragés par tous les moyens hier. Et je rappelle que ceux qui les ont encouragés par tous les moyens hier sont Laurent Fabius, qui devrait rien que pour ça être mis à pied ou démissionner. Hein. Laurent Fabius qui est aussi le Laurent Fabius de la loi Fabius-Guesso. Hein, c'est tout ça, c'est quand on fait des articulations globales. Je rappelle le rôle qu'a joué aussi dans cette apologie de ces djihadistes, la journaliste à nom composé Laroche Joubert, qui devrait rien que pour ça être chassée des médias, pour sa bêtise et le rôle catastrophique qu'elle a joué. Je rappelle que Laroche Joubert est le nom du mari dont elle a divorcé, ce n'est pas son nom de naissance, elle pourrait se présenter sous son nom de naissance, on comprendrait peut-être mieux ses allégeances et ses intérêts. Je ne parle pas de tous les crétins des médias officiels qui ont fait l'apologie des djihadistes, on pourrait s'amuser à mettre, ils y sont tous, hein, tous. Hein. Il fallait détruire cet axe de la résistance. Comment? Il faut le détruire, il faut faire la même action qu'ils ont fait en Afghanistan dans les années 80 pour détruire l'Empire, pour détruire l'URSS. Donc ils ont utilisé tous ces terroristes et ils les ont envoyés en Afghanistan pour, au nom du combat de l'islam contre le communisme, qui sont des koufars, des mécréants, qui ne croient pas en Dieu, et voilà, tous les jeunes sont partis là-bas pour faire la guerre. Ils les ont après détournés vers la Yougoslavie pour diviser la Yougoslavie. Et aujourd'hui, on voit bien que sur des théâtres d'opération comme on les a vus en Afrique du Nord, en Proche-Orient, il s'agit non plus d'armées secrètes, mais de véritables armées de mercenaires. Alors oui, secrètes quelque part, parce qu'elles sont sous nos yeux, mais évidemment la masse médiatique, hein, la masse de
cette masse informe de journalopes, tous, je veux dire, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, qui est incapable d'expliquer qui s'occupe de la logistique, qui est derrière ça. Et ça avait commencé depuis longtemps, hein, parce que pour ceux qui s'en rappellent, les armées comme ça de djihadistes qu'on emmène sur un théâtre d'opération pour, on va dire, effrayer la population et semer le désordre et le chaos et la terreur, c'est une technique qui a été utilisée en Bosnie à l'époque, et qui a été utilisée pendant la guerre, aussi la fameuse guerre de Yougoslavie. Et ça, à l'époque, on était un peu plus, on passait un peu plus à côté. Hein. On n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé quand les gens nous disaient, voilà, oui, il y a des bandes de djihadistes. Voilà, on pensait que c'était les musulmans bosniaques, etc. Et on a appris, donc ça des années après, que finalement, en décryptant un peu ce qui s'était passé dans cet endroit-là, que c'était pas du tout ça. C'était complètement différent. C'était des bandes amenées de l'extérieur qui avaient été aussi préparées, encadrées pour semer la terreur et augmenter, la violence dans cette région. Et d'ailleurs, qui a mené au chaos total, à l'explosion du pays. Donc, les techniques qui ont été utilisées déjà pendant la guerre du Kosovo, la guerre de Yougoslavie dans les années 90, ont été, pour moi, des techniques de guerre qui ont servi à modéliser la façon dont on allait traiter la communication de la guerre dans les guerres qui allaient suivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé après, particulièrement évidemment avec après le 11 septembre, là où on avait l'excuse absolue. Tu vois. Après la Yougoslavie, ils ont créé l'attentat du 11 septembre pour faire la guerre contre le terrorisme. Après, on les ramène et on les remet dans leur pays arabe pour démolir tous les États arabes et pour revenir dans les États arabes sous le prétexte que nous devons combattre les terroristes qui nous menacent, qui menacent notre civilisation et qui menacent nos pays. Ça, c'est le plan initial. Ces dernières années, on a observé, par exemple, l'armée américaine envahir un certain nombre de pays, faire tomber les régimes, et puis les remplacer par d'autres, vouloir instaurer la démocratie à coup de baisser contre deux, et puis finalement, quand tout foire, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, finalement, c'était pas... On a tenté, ça n'a pas marché, on part, et puis on change de politique, la Maison-Blanche change de main, et puis les priorités sont plus les mêmes, et puis on part. Et on laisse le pays en bordel total. Alors, on a vu pareil en France. On a vu la France, par exemple, intervenir en Libye. L'aviation française a fait, a protégé les combattants d'Al-Qaïda au sol. Ils ont réussi à faire tomber le régime local. Et même Sarkozy a été faire la fête avec l'équipe qui prenait le pouvoir. Et regardez à quoi ressemble la Libye aujourd'hui. La Libye aujourd'hui, c'est un no man's land. C'est devenu un endroit cauchemardesque, un vrai bouillon de terroristes. Des terroristes sont en train de tuer des gens aux frontières avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec l'Égypte, s'entretuer entre eux, envoyer des boat people vers l'Europe, etc. Et ça facture, tout le monde va la payer très cher. La Syrie tient encore. Mais là, on est passé à la phase où on voit très bien que les Occidentaux, sentant l'échec de cette opération, veulent accentuer la pression et forcer une intervention militaire avec évidemment les armées occidentales à la clé. On a vu, évidemment, Poutine, c'est un peu la clé de cette affaire, puisque on l'avait expliqué ici même l'année dernière, le jeu des alliances et que tout ça s'inscrivait dans une logique militaire, avec évidemment l'armée, les forces navales russes qui sont positionnées au large de la Syrie et qui permettent d'effectuer un espèce de parapluie comme ça, qui protège en fait la Syrie d'une attaque américaine. C'est ce qui fait que la guerre de Syrie a échoué l'année dernière. Là, on voit bien que les États-Unis, même militairement, en passent par une autre stratégie, puisqu'ils n'attaquent plus cette fois via la mer, on va dire, et via le côté israélien, mais de l'autre côté, via l'Irak. Donc, ils ont créé tous ces terroristes pour les utiliser pour abattre et mettre le chaos et détruire les armées des pays comme la Syrie, comme l'Égypte, ils n'ont pas réussi, après le coup d'État de Sisi, ok? Et l'armée algérienne aussi, qu'on n'a pas arrêté de dénigrer depuis des décennies. On dénigre l'armée algérienne. On voit très bien que l'Algérie,
l'oligarchie mondialiste, quelle que soit la perfidie, la subtilité, l'ambiguïté, l'ambivalence de la junte militaire algérienne, l'oligarchie mondialiste ne laissera pas en l'état le régime algérien. Elle fera tomber l'Algérie comme elle a fait tomber la Libye, et donc elle fera tomber ce régime laïque et militaire par effectivement quelque chose qui avait échoué dans les années 90, par effectivement une poussée d'islamisme radical de type Al-Qaïda, etc. Elle essaiera de le faire à tout prix. Quand des gens de l'intérieur commencent à attaquer au hasard des villages et massacrer des gens, poser des bombes dans des bus, je vous reprends ce qui s'est passé en Algérie, il n'y a aucune force publique qui est suffisante pour les arrêter. C'est possible de les arrêter, mais ça prend 10 ans, et ça finit par un bilan 5-6 chiffres facilement. D'accord ? L'Algérie sera prochainement attaquée, comme a été attaquée, de la même manière qu'a été attaquée la Libye. D'ailleurs, quand il y a eu le colloque de... comment ça s'appelle, cette espèce de truc des pays arabes, là, je sais pas comment ça s'appelle, la Ligue arabe, quand le délégué qatari a dit au délégué algérien, vous êtes les prochains sur la liste. Voilà. Donc voilà, ça se fera bientôt. Hein. Et là, il y a une situation intéressante, c'est que ça se fera par de l'alcaïdisme et de l'islamisme radical, présenté comme de l'islamisme authentique. Et l'autre grand enjeu de ce scrutin, c'est le score que vont faire les islamistes. C'est une question qui est évoquée ce matin par le quotidien algérien El Watan, qui raconte que la lutte entre les partisans, les différents partis islamistes, aujourd'hui au nombre de 7, est devenue plus impitoyable qu'avant. Contre exactement le régime bassiste, des laïcs et des militaires, il y aura le même baratin. Ce qui place l'Algérie dans une situation globalement de résistante au nouvel ordre mondial, peut-être un peu malgré elle d'ailleurs, mais parce qu'elle fait partie des derniers pays issus de la décolonisation et qui vivent sur l'ancien équilibre, je dirais, des grandes puissances, l'ancien équilibre Est-Ouest. Avec Cuba, il n'y a pas beaucoup de pays aujourd'hui qui restent en place. Il y a la Corée du Nord, il y a l'Algérie, il y a Cuba, un peu la Syrie qui est très attaquée. Je veux dire très clairement à Assad et à ceux qui obéissent à ses ordres que le monde entier vous observe. Et donc c'est intéressant de lire la question algérienne comme ça, la question du Maghreb comme ça, et la question de l'islam, d'un certain islam comme ça, l'islamo-mondialisme, pour parachever la destruction des nations au nom de l'islam, mais au service de l'empire mondialiste, qui en dernière instance, c'est le pouvoir de Wall Street, le pouvoir du dollar. Et vous, les Français, vous êtes là à regarder et dire oui, il faut combattre le terrorisme. Ils ont voulu vous choquer avec ça. Qui c'est qui a financé le terrorisme dans le monde arabe depuis 4 ou 5 ans, depuis les printemps arabes? C'est connu, on le sait. Ils le disent tous. On va armer la rébellion en Syrie. C'est quoi la rébellion en Syrie? Quelle rébellion il y a eu en Syrie? C'est des islamistes, intégristes, assassins, qui ont pris les armes. Et c'est eux qui leur ont fourni toutes les armes, avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Même en Libye. Même en Libye, ils ont bombardé la Libye pour eux. Ils ont tué 80 000 Libyens en bombardant la Libye. C'est la France. C'est qui? Tout le monde le sait. L'État algérien les a avertis. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu écouter, c'était leur plan. Alors il est financé en Syrie et en Irak, et il est combatté au Mali. Regardez le double jeu qu'ils font. Vos gouvernements. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a l'État islamique qui sort. Pourquoi l'État islamique? Parce que leur plan a échoué. Ils voulaient faire une guerre chiite-sunnite. Ils n'ont pas réussi. Ils voulaient détruire le Hezbollah, la Syrie, ils n'ont pas réussi. L'État syrien est toujours en place, ils n'ont pas pu l'abattre. Donc ils sont retournés contre l'Irak. Il fallait créer un calife. Pourquoi? Pour aspirer tous ces groupes armés. Aspirer tous ces groupes armés pour pouvoir les manipuler à notre manière. Ça veut dire, ce groupe armé passe sous l'égide du Khalifa al-Baghdadi. Ok? Ce Khalifa al-Baghdadi qui était dans les prisons françaises, dans les prisons américaines en Irak, qui a été relâché en 2010, et après sa tête mise à prix à 10 millions de dollars, et qui se réunit après avec John McCain en Syrie, sous l'égide de l'ASL, Armée syrienne libre. Les États-Unis sont les donneurs d'ordre de l'émirat islamique. Et ceci est désormais prouvé d'une manière certaine, puisque nous avons des photographies montrant le prétendu calife des croyants d'Irak, là, monsieur al-Baghdadi, à l'époque, il y a un an, où il était non pas considéré comme un extrémiste religieux, mais au contraire, comme un modéré responsable de l'armée syrienne libre, et que, en tant que responsable de l'armée syrienne libre, il recevait à Idlib le sénateur John McCain. Okay.
Alors, tantôt c'est l'armée syrienne libre, tantôt ça revient l'État islamique, tantôt ça devient Nusra, tantôt c'est Al-Sham, et ainsi de suite. Donc, il fallait aspirer tous ces groupes. Avec les groupes armés en Tunisie, en Libye, qui n'ont pas pu transporter leur guerre de terroristes vers l'Algérie, l'Algérie qui n'a pas, le peuple algérien qui n'a pas suivi le printemps, comme il l'appelle le printemps arabe, donc il fallait déstabiliser l'Algérie quelque part, et il fallait avoir une victime française comme la victime américaine de journaliste ou le travailleur humanitaire anglais. Ça veut dire qu'il fallait la victime pour la France. Donc, ce terroriste qui n'a pas réussi en Mali, qui n'a pas réussi en Tunisie, qui n'a pas réussi en Libye, pour infiltrer l'Algérie, parce que l'Algérie, on est immunisé contre ça, le peuple est immunisé contre ça, et puis on a aidé la Tunisie, on aide la Libye pour que ce terroriste ne passe pas chez nous en Algérie. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre Hervé et le mettre, l'envoyer en Algérie, se faire égorger, décapiter pour dire voilà, nous, la France, nous avons notre victime, pour choquer l'opinion publique et pour que vous soyez d'accord pour que la France aille faire la guerre à ces groupes armés terroristes qu'elle-même, elle a inventé et créé avec l'OTAN. Comment pensez-vous que cette armée, ils ont 30 000 ou 40 000 ou 50 000 soldats? Et ils disent qu'ils sont partis d'Europe. Comment ils sont partis d'Europe? Comment ils ont traversé les frontières? C'est la Turquie qui leur ouvre les frontières. Tout le monde le sait. Tout le monde passe par la Turquie, les vidéos sont là. Les jeunes qui sont revenus le disent. Ils passent par la Turquie, ils sont armés en Turquie. Et ils rentrent en Syrie pour combattre. Des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Égyptiens, des Français, des Hollandais, des Anglais, des Belges, de toute nationalité. Si vous vouliez vraiment combattre le terrorisme, comment vous avez laissé tous ces gens-là partir en Syrie? Pourquoi? Ça, c'est pour dire maintenant on va combattre le terrorisme, on est prêt pour combattre le terrorisme. Alors c'est vous qui l'avez créé, ce terrorisme. Ça veut dire M. Hollande et M. Sarkozy, c'est vous qui avez donné le couteau avec lequel on a tué M. Hervé. C'est ça. Il n'y a pas d'autre... Moi, je le vois comme ça. C'est vous qui avez financé le terrorisme international. C'est vous qui avez assassiné votre citoyen. Vous l'avez assassiné froidement et vous l'avez envoyé à la potence. Vous avez donné son nom, son billet, quand est-ce qu'il arrivait. Ces gens-là ont reçu des ordres par vos sbires, par un téléphone satellitaire de Tunisie ou de Libye, qui ont appelé ces gens-là, qui leur ont donné M. Hervé sur un plateau. Il arrive le samedi, on le kidnappe le dimanche. Comme un rendez-vous, on l'attend et on le kidnappe et on le tue. Ok? Peut-être que même ces gens-là qui l'ont tué ne savaient même pas qu'ils travaillaient pour vous. Parce que c'est comme ça, c'est pas tout le monde qui sait qu'ils travaillent pour vous. C'est les chefs de ces groupes-là qui travaillent pour vous qui le savent. Mais les autres, les fantassins, comme on dit, ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne doivent pas le savoir. Ils le tuent froidement, ils disent ouais, l'Algérie, la France a tué en Algérie, ils retombent sur la guerre d'Algérie alors que ça n'a rien à voir, et nous portons allégeance à Al-Baghdadi, et d'un coup encore l'État islamique, que vous appelez l'État islamique, voilà, c'est l'État islamique, il est arrivé en Algérie. Il est arrivé ni en Algérie ni rien. On n'a ni peur ni d'eux ni de personne. Il n'y a ni État islamique en Algérie, il n'y a rien. C'est votre création médiatique. Alors après, on avait un deuxième sujet, c'est qu'on a plus ou moins annoncé cette année qu'au défilé du 14 juillet, où il y a régulièrement des invités, ce qui est très ambigu, processus mondialiste pervers, il serait question d'inviter un contingent de l'armée algérienne. Alors là, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a quelque chose de satanique dans tout ça, c'est que chaque fois que récemment, que l'État français, qui aujourd'hui est à la pointe, je dirais, de la manipulation impériale, et même l'avant-garde de la mise au pas et de la violence impériale, on l'a vu en Libye avec l'armée française et BHL, on le voit en ce moment avec l'incroyable baratin que fait la France sur la Syrie, sans doute plus les experts militaires qui devaient être sur le terrain, c'est que là il est question effectivement d'inviter un contingent de l'armée algérienne au défilé du 14 juillet. Or, les deux dernières fois que des leaders arabo-musulmans ont été invités en France solennellement, c'était Assad pour un défilé du 14 juillet et Kadhafi, comme vous le savez. C'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire clairement, si un contingent de l'armée algérienne peut défiler au 14 juillet, c'est qu'effectivement, l'Algérie est le prochain pays sur la liste. Hein, puisque c'est, à mon avis, ça fait partie des processus pervers et sataniques. C'est ça passe en général par une invitation française. Hein. Nicolas Sarkozy assume. Le colonel Kadhafi rejoindra bien Paris lundi pour 6 jours de visite officielle.
Une visite qui suscite les critiques, mais que défend le président français. J'aimerais qu'on m'explique au nom de quoi j'aurais pas dû le recevoir, alors même que tant sont allés en Libye, au moment où les infirmières étaient en prison, et où le colonel Kadhafi n'avait pris aucun des engagements qu'il a pris jusqu'à présent. Pour le reste, il a sa personnalité, son tempérament. C'est pas moi qui vais les juger. Kadhafi, du ciel où il est, et je le salue, peut en témoigner. Et Assad peut s'en souvenir, car je vous rappelle qu'Assad a été invité officiellement dans la tribune officielle à assister au défilé du 14 juillet. Quand Nicolas Sarkozy arrive à la tribune d'honneur, il peut voir que rarement 14 juillet aura réuni autant de chefs d'État. Une quarantaine pour assister au défilé avec un personnage clé pour la paix au Proche-Orient, Bachar el-Assad, qui va se trouver à quelques mètres du Premier ministre israélien Ehud Olmert. Et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire. Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Cher Laurent, c'est mon plaisir de vous recevoir ici à Jérusalem. Je vais tenter, dans un hébreu moins fluide, mais tout aussi sincère, de vous répondre. Tamid Eshaer, Raver Shel Israël. Je suis votre ami et je le serai toujours. J'aurais été obligé de chanter. Je l'aurais fait. Pour l'amitié entre Benjamin et moi-même, pour Israël et pour la France, même en chantant aussi mal que je chante, car je chante mal, j'aurais toujours trouvé un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Je vais vous montrer comment, je vais vous donner un exemple, comment votre gouvernement soutient les terroristes, que l'Algérie demande l'extradition et que votre gouvernement refuse. Il ne veut pas les extrader. Pourquoi? Ils vivent tous chez vous, en France, en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est Mourad Dina. Mourad Dina, c'est le directeur exécutif d'une association des droits de l'homme qui s'appelle Al-Karama. Elle est établie en Suisse et lui, il est en Suisse. Alors, Karama, il défend les droits de l'homme, alors que lui, c'était le chef qui a organisé le FIDA. Le FIDA, c'était un groupe terroriste dans les années 90 qui a assassiné les intellectuels et les journalistes. Okay, c'est un ancien du fils qui est très actif en Europe. Et maintenant, ils ont une télévision avec Bassim Medina al-Magharibiya, Rachad aussi, avec Zéhot. Tous ces gens-là, c'est des gens qui ont voulu introduire le printemps arabe en Algérie, comme ils ont fait partout en Tunisie, en Libye, ils ont soutenu l'invasion de Libye, ils ont tout soutenu. Toutes les guerres, ils ont comme votre gouvernement. Donc, ce monsieur-là, nous avons demandé l'extradition, il a été arrêté en France pour sous un mandat d'arrestation international, ok, Interpol, et puis il a été relâché au bout de 6 mois. Et avec l'organisation Al-Karama, et lui, il défend les terroristes qui sont sortis d'Arabie de prison, parce qu'en Arabie Saoudite, il faut le savoir, ils ont relâché tous les condamnés à mort des pays arabes partout. En Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, tous les condamnés à mort, ils les ont sortis de prison, ils les ont mis sur le terrain en Syrie et en Irak. Ça veut dire, ou on t'exécute, ou tu sors, tu prends les armes et tu vas mourir, fils Abilillah, au nom de Dieu. Si tu ne meurs pas, il n'y a pas de problème, tu es libre. Et on te donne une rente chaque mois à ta famille. Ça, c'est prouvé. Okay? Donc, ce monsieur-là a défendu beaucoup de gens qui sont sortis de prison, qui après ont organisé des groupes armés en Syrie, comme Sham al-Islam, comme Ahrar al-Sham, Al-Nusra, tout ça. Je vais vous donner toute la panoplie pour vous montrer comment votre État français, comment il est complice avec les gens qui ont tué Hervé Goudeler, le pauvre Hervé Goudeler. Ok? Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Ce dirigeant islamiste réfugié en Suisse appartient au courant dit djihadiste qui regroupe beaucoup d'universitaires. Il est très actif dans les réseaux du fils à l'étranger. Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période, mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qu'ils ont payé ce prix. Que
ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. Tahar Djaoud, écrivain, assassiné. Mahfoud Boussebsi, psychiatre, assassiné. Abdelkader Alloula, dramaturge. Cheb Hasmi, chanteur. Ahmed Asla, directeur des Beaux-Arts d'Alger, assassiné. Dans des mosquées, circulent des listes de personnes à abattre. Donc, ça, c'est Mourad Dina. Vous l'avez écouté, son et image. Ok? Il dit qu'ils en passent leur martyr, et c'est comme ça, et ça, c'est les intellectuels. Il dit les intellectuels de gauche. Ça veut dire que ce n'est pas des êtres humains, c'est des intellectuels de gauche. Qu'ils en passent leur martyr. Ok? Donc, ce monsieur-là est le président et le directeur exécutif d'Al Karama, une association financée par le Qatar, dont le président de l'association est Nouaimi, qui a été inculpé de financement de terrorisme et financé Daesh, mais il court toujours, ça veut dire que personne n'a arrêté. Il a été accusé par les États-Unis, l'ONU, tout ça, mais il tourne toujours. Le Karama existe toujours. Et ce monsieur-là, l'Algérie a demandé son extradition pour des faits terroristes, mais la France l'a relâché. Vous allez l'écouter parler de sa libération, et il dit que c'est une gifle pour le pouvoir algérien. Et la justice française a libéré hier Mourad Dina, opposant algérien et ex-dirigeant du Front islamique du Salut. La Cour d'appel de Paris s'est opposée à la demande algérienne d'extradition. Ancien chercheur au CERN en physique des particules et résident en Suisse depuis 1987, Mourad Dina a été arrêté le 16 janvier dernier alors qu'il rentrait à Genève. Les autorités françaises avaient agi dans le cadre d'un mandat d'arrêt international lancé par Alger qui reprochait à Mourad Dina des actes terroristes fomentés depuis le territoire suisse dans les années 1990. Des accusations qui n'ont jamais pu être prouvées. Nous avons joint tout à l'heure Mourad Dina à Paris. Il nous dit comment il va après 5 mois de détention préventive. Écoutez, ça va. Donc sur le plan, je dirais, de la santé, ouais, Mourad, ça va, honnêtement, oui. Bien sûr, certainement un soulagement que ceci se termine de la façon dont ça s'est terminé, oui. Mais vous craigniez d'être extradé en Algérie? C'était quelque chose qui paraissait possible pour vous? Écoutez, donc sur le fond, j'étais très serein. Pour moi, franchement, la chose la plus importante, c'était de montrer d'abord que malheureusement, dans mon pays d'origine, l'Algérie, on est très très loin d'avoir qu'on pourra avoir une justice ou bien un état ça de pour droit. vous montrer comment l'État français, relâche des terroristes que l'Algérie demande leur extradition. Bon, voulez-vous travailler avec un service de renseignement qui travaille sous les ordres de François Hollande, entouré de sionistes? Il les finance en Syrie, en Irak et en Libye, il leur donne les armes et tout, il les soutient, et puis il vient me dire travaille avec moi pour combattre le terrorisme. Quel terrorisme je combats avec toi? Celui que tu as créé toi. Tu as plus de renseignements que moi peut-être. C'est des petits chiens qui sont encore errants en Algérie, qui n'ont rien pu faire en Algérie. Depuis une décennie, ils n'ont pas pu faire leur plan. Alors vous êtes en train de les encourager et de leur donner un nom et de les gonfler. Pour faire peur à l'Algérie. Nous, on n'a pas peur ni des islamistes, ni de vous, monsieur Hollande. Ça, je peux vous l'assurer. Ni des islamistes et terroristes, ni de vous. Il n'y a aucun problème. On est prêt à toute éventualité. Que les Algériens sachent que c'est pour bientôt, car la France, aujourd'hui, qui est la putain de l'Empire et qui pose de ses lèvres de vieilles putains abjectes le baiser de la mort sur ceux que l'Empire a désignés à la destruction. Ainsi s'ouvre ce défilé du 14 juillet, animé par le souvenir de la Première Guerre mondiale. Les Algériens dont la présence est historique, eux qui représentent les tirailleurs, ces soldats africains engagés pour défendre la France. Si un contingent de l'armée algérienne défile, comme c'est possible le 14 juillet, c'est bien la preuve que l'Algérie est le prochain pays sur la liste de la destruction impériale. Nous verrons à mon avis aussi Bernard-Henri Lévy se manifester. Le 29 août 2013, les avions français étaient prêts à décoller. Si la France était intervenue, il y aurait 50 000 morts de moins et il n'y aurait pas Daesh. Elle n'aurait pas pu le faire seule. Je sais. Autrement dit, si les États-Unis, si Obama n'avait pas fait cette volte-face incroyable, n'avait pas déclaré à 16 h qu'il fallait y aller et à 18 h qu'il avait écouté sa conscience ou le bon Dieu et qu'il avait changé d'avis. Donc c'est ça la vérité. C'est que Daesh
est le fruit de Bachar al-Assad. Cet homme doux, cet homme bon, qui était parti dans les montagnes de Tizi Ouzou parce que il voulait aller vers l'autre, parce qu'il ne croyait pas à la guerre des civilisations, parce qu'il croyait à la politique de la main tendue, parce qu'il croyait qu'il y serait accueilli en frère et en ami. Ah la vache! Ah lui, il aura fait du mal, hein. Et les Africains le détestent. Lui, il ne faut pas qu'il aille faire un trekking en Algérie. Lui, il le sait d'ailleurs, il n'y va pas. Hein. Lui, de tout pays, enfant de tout pays aussi, il n'y va pas, lui. Enrico, parce qu'ils ont compris que là-bas, ils sont pas aimés. Hein. La majorité des antisémites sont aujourd'hui musulmans. Quel rapport on a avec l'État islamique? Je comprends pas en fait. Donc peut-être que M. Moussaoui je ne vous réponds pas. Je suggère que le rapport qu'il y a, c'est juste cette religion en commun, interprétée de manière finalement assez différente. Breivik, il était chrétien. On n'a pas demandé aux chrétiens de se désolidariser des Ander Breivik a commis le massacre. En Centrafrique, on tue des musulmans et on les mange. On n'a pas demandé aux chrétiens de se désolidariser. À Gaza, Mohamed Abou Khdeir, le petit jeune palestinien à qui on a mis de l'essence dans le ventre et on l'a brûlé vif. On n'a pas demandé aux juifs de se désolidariser. Bien au contraire, ils ont même fait une manifestation en soutien à Israël. Il faut aussi qu'ils aillent baiser le cul de Bernard-Henri Lévy certainement et de baiser les pieds du patron du CRIF. Enfin, les musulmans de France, je pense franchement, allez, dites-leur d'aller se faire enculer à tous ces gens-là, parce que vous laissez pas emmerder par ces conneries-là. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Alors que, finalement, en plus de ça, c'est cette France, la France de BHL, qui a provoqué le chaos en Afrique en bombardant la Libye, je vous rappelle. Qui n'a jamais été une menace pour la France. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec ce que Mme Le Pen a dit. Pourtant, je suis pas d'accord avec... c'est plutôt... Bon, elle a des positions toujours pro-israéliennes, mais là, au moins, elle a dit des choses. Elle me paraît parler au nom de la France. Écoutez-la. Il faudra aussi faire le tour des responsabilités des uns et des autres, car c'est ça aussi l'honneur d'un pouvoir politique, d'être capable d'admettre que l'on a commis des erreurs, et notamment dans les interventions en Libye, notamment dans les interventions en Syrie, où l'on a contribué, évidemment, à renforcer les fondamentalistes islamistes. Vous bombardez la Libye, vous bombardez les pays arabes, à un moment donné, les gens, ils voient passer les bombardiers français, ils disent, attendez... Donc, les Français, si vous voulez vraiment vous en sortir de ça, il faudrait combattre votre gouvernement. Ne pas sortir manifester pour dire, ah, on soutient à M. Hervé, pauvre Hervé. Est-ce que vous voulez que le sang de votre compatriote parte comme ça gratuitement? Ça devrait être, le sang de M. Hervé devrait être pour vous, comme on dit, le facteur qui va vous pousser à tomber ce gouvernement qui est un larbin de l'impérialisme international. Vous n'avez plus de président en France. Vous êtes commandé par une chambre noire qui travaille pour le sionisme et l'impérialisme international. Quand vous allez vous en rendre compte? Vous êtes où, les Français? Où vous êtes? Endormis, endormis. Votre pays va à la catastrophe et vous êtes endormis. Regarde pourquoi les Américains ont financé Saddam Hussein pour qu'il attaque l'Iran, et même pourquoi ils ont laissé, même peut-être Khomeini revenir à un moment donné. C'est que cette lutte permanente entre chiites et sunnites détruit le monde arabo-musulman de l'intérieur sans que les Américains et les sionistes n'aient rien à faire. Donc déjà, rien que par bonne intelligence, déjà, on évite. Moi, j'évite d'aller taper sur quelqu'un quand c'est mon pire ennemi qui me dit de le faire, tu vois. Je m'abstiens. J'ai pas dit que j'allais l'embrasser sur les deux joues. Mais pourquoi moi je refuse de diaboliser les musulmans en France? C'est pas parce que d'un seul coup j'ai découvert qu'ils étaient géniaux. C'est parce que j'ai découvert que tous ceux qui les ont fait venir à l'époque de SOS Racisme, les mêmes, m'ont expliqué quelques années après que finalement ces chances pour la France étaient les pires problèmes. Ça s'appelle Finkielkraut, ancien parrain des SOS Racisme. Maintenant, il a fait son dernier texte, c'est pour faire l'apologie du général Bijard. On l'a mis sur le site. Je dis, moi, quand ces gens-là m'expliquent ce que je dois faire, simplement, au mieux, j'écoute pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est tout. Et je t'incite à faire pareil, tu vois, de pas t'énerver, parce que le musulman a tendance à être un peu émotif et un peu facilement, s'énerver un peu facilement. Et c'est comme ça souvent que les manipulations se passent. Nous, notre travail, en tant que musulmans, c'est de revoir notre islam dès le départ, que ce soit chiite, sunnite, ibadi, tout ce qu'il y a contenant de l'islam. Il faut que des penseurs, des gens sortent et disent, ça suffit. Ça suffit, et pour arrêter ces criminels, il faut arrêter leur base. Et la base, c'est l'Arabie Saoudite. Et c'est le Qatar, c'est les pays du Golfe. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. S'il n'y aurait pas eu Sisi, s'il n'y aurait pas eu l'armée.
Ils ont lynché un imam en pleine rue, un imam chiite, ils l'ont lynché en pleine rue. Et je vais vous mettre la vidéo en dessous et vous allez la voir. Pendant que Morsi était président, quand il y avait les frères musulmans au pouvoir. Aucune condamnation, aucune arrestation. C'était 300 personnes contre 3 personnes. Ils les ont lynchés, traînés par terre, morts, les cadavres. En Égypte, mes amis. Voilà où est-ce qu'ils ont voulu nous mener. Parce que nous, actuellement, nous sommes envahis par une doctrine islamique, une doctrine musulmane qui n'a rien à voir avec l'islam, qui a été élaborée par des gens et des rois d'Arabie Saoudite, qui est violente, qui est raciste, ok, et qui veut coloniser tous les pays arabes avec leur idéologie. C'est arrivé en Algérie, ça nous a mené à une guerre civile qui a fait 200 000 morts et 35 000 disparus, ok, pour cette idéologie. Ça veut dire que ces pays-là, comme l'Arabie Saoudite, qui mène les musulmans et qui se dit un pays, une nation musulmane, on ne parle pas du peuple, c'est les rois qui tiennent ce bien commun des musulmans, qui est la Mecque et Médine, et on sait tous que c'est des rois corrompus, et ils ont falsifié l'islam, et ils nous ont fait, comme on dit, ils ont provoqué chez nous une guerre qui a fait 200 000 morts, et maintenant ça se propage en Europe, et vous voyez ce qui se passe dans les pays comme la Syrie, l'Irak, le Liban, partout dans le monde arabe, comment ces gens-là ont endoctriné des jeunes, et ils ont réussi à les attirer même d'Europe pour aller tuer d'autres musulmans dans les pays arabes, qui ne sont pas d'accord avec eux. Qu'ils soient chiites, qu'ils soient sunnites, qu'ils soient ibadites, qu'ils soient de toutes les tendances musulmanes. Massacre, un massacre. Et ça, c'est un colonialisme aussi. Comme on subit le colonialisme international, le colonialisme capitaliste, qui s'entraide avec le sionisme et le wahhabisme pour coloniser et partager, comme on dit, le gâteau entre eux. Donc, moi, je refuse tout ça. Je refuse d'être colonisé par une idéologie venue d'un pays arabe, ok, sous le nom de l'islam, alors qu'on est assez intelligent pour savoir c'est quoi l'islam. On n'a pas besoin de mufti de l'Arabie Saoudite pour nous montrer c'est quoi l'islam en Algérie. Donc, et je suis nationaliste, et c'est pour ça que je n'admets pas ces gens-là, ni eux, ni leur idéologie. Je ne vois pas pourquoi à un moment donné on serait offensé parce que je critique l'Arabie Saoudite, qui à mon avis, quand on voit les élites saoudiennes, tu es allé à Marbella voir la famille royale d'Arabie Saoudite à Marbella? C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec vous, c'est parce que vous critiquez en envoyant des petites vannes comme ça, justement. Ah ben excuse-moi, moi je respecte une religion par les gens qui la pratiquent. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand je vois qu'un type se tient de façon exemplaire, il vit de façon exemplaire, et on me dit c'est un musulman, je me dis ben un musulman se tient de façon exemplaire. Si je me dis tu dois respecter le roi d'Arabie Saoudite car c'est lui qui contrôle politiquement et militairement les lieux saints, et que je vois un type à Marbella qui tire des putes et qui se défonce à la cocaïne toute la journée en regardant des films porno, je me dois de dire que ce type est un traître à la religion bien comprise, que c'est humainement une ordure et que je lui pisse à l'arrêt. Donc, vous les Français ou nous les Algériens, on est un petit maillon de la chaîne, on est tout petit comme ça, mais si on peut devenir grand, si vous nous aidez à vous aider. Si le peuple français veut nous aider pour qu'on puisse l'aider, qu'on puisse s'entraider pour que nos deux pays ne tombent pas dans une guerre entre nous. Parce que nous, on n'a pas de haine envers le peuple français, ainsi que le peuple français. On n'a pas de haine envers le peuple algérien. Il y a seulement le Front National qui a parlé. Seulement le Front National qui a dit arrêtez de financer le terrorisme avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Remettez un gouvernement français en France. Vous avez Le Pen, allez-y, moi je suis d'accord avec vous. Racistes, ils ne sont pas racistes. Si Le Pen est raciste, le Front National est raciste, ça c'est des assassins. C'est plus qu'être raciste. Alors en Algérie, l'otage français Hervé Gourdel a été assassiné, décapité par un groupe djihadiste de Jund al-Khalifa suite à un ultimatum que ce groupe même avait lancé à la France en cas de nouvelles frappes sur l'Irak. Quelle est votre réaction? Oui, nous participons bien sûr de la compassion qui est due à la personne de Hervé Gourdel, bien sûr, mais aussi de sa famille et de ses amis. Mais nous sentons bien qu'il s'agit là d'une opération médiatique, provocatrice, destinée à être répercutée dans le monde, et donc nous la prenons avec beaucoup de prudence.
Les États-Unis ont une responsabilité qui est plus grande que la nôtre dans ces opérations, et nous ne devons pas faire illusion avec nos 6 Rafales ou nos 8 Rafales, dans une coalition d'ailleurs dont on peut s'étonner qu'elle comporte le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, qui sont des pays qui continuent, ou en tous les cas ont largement aidé à la diffusion de l'islamisme radical et du djihadisme, et continuent de le faire. Alors, d'autre part, je ne vois pas comment on pourrait agir efficacement en Syrie, par exemple, où sont massés un certain nombre de djihadistes sans un accord avec le gouvernement de M. Assad. Mais il semble que M. Hollande ait préféré sans doute combattre M. Assad, et la responsabilité des gouvernements français qui se sont succédés de l'UMPS est évidemment considérable dans cette région. On sait le rôle qu'a joué la France dans le soutien des djihadistes, soutien militaire, soutien financier, et le rôle qu'a joué en particulier le gouvernement de Sarkozy pour abattre Kadhafi et sauver les djihadistes de la défaite militaire. Vous voyez le problème, où est-ce qu'il est? C'est votre salut, c'est le Front National. Votre salut, c'est le Front National. Je me souviens encore de l'appel angoissé de M. Juppé, parce que les blindés de Kadhafi montaient sur Benghazi, qui était en quelque sorte le nid depuis très longtemps des djihadistes, et c'est l'aviation française qui a détruit la colonne blindée et sauvé les djihadistes. On sait que depuis, le chaos s'est installé dans ce pays, et que les armes innombrables qu'avait Kadhafi ont été réparties dans tout le nord de l'Afrique, et nous les avons retrouvées au Mali, nous les retrouvons maintenant en Irak, etc. Notre responsabilité est très grande. Alors je n'aime pas beaucoup la stature de va-t-en-guerre de M. Hollande, qui a échangé son casque de moto contre un casque de parachutiste. Je ne suis pas très convaincu de la mutation de couvre-chef, parce que le chef qui est dessous me paraît pas tout à fait à la hauteur des événements. Si vous ne voyez pas la réalité en face comme ça, moi je vous aurais averti quand même, je vous aurais dit, attention.